Moi, je pense que l'idée d'un mouvement social, c'est la seule façon de chercher. C'est pas tant qu'on brûlera des voitures, on enverra des flics. Il faut un mouvement social qui peut brûler des voitures, mais avec un objectif. Que le problème, c'est celui de ceux qui se gavent. Reste alors une question à se poser. Ce système est-il juste ? Ils nous veulent notre travail. Et le travail devient inhumain quand on ne le possède plus. Radio Balade 101.8. C'est qu'en fait, il faut partager les richesses. Ces ultra riches qui ont une indécence de dingue, nous on dit qu'ils volent l'argent. Ils volent l'argent au collectif. Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. On va vous en débarrasser. Et bienvenue à tous sur Radio Balade 101.8. On est dans l'émission On va vous en débarrasser, deuxième épisode. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous n'avez pas trop chaud, pas trop froid, que vous passez une excellente après-midi ou une excellente soirée. Je ne sais pas si on est rediffusé dans le soir, mais en tout cas, nous, on est super contents de vous retrouver. La dernière émission, on a parlé de psychopathologie, on était avec Heidi. Cette émission-ci, on va faire un peu la même chose. On va parler de psychologie et de notre vision de l'argent. Mais comme vous le savez, avant de faire cette magnifique interview, je vais d'abord vous lire un petit édito où on va parler des différences, des inégalités d'argent et des différentes échelles. Essayez de comprendre un peu qu'est-ce que ça représente 1 milliard par rapport à 1000. Qu'est-ce que ça représente de ces gros chiffres-là qu'on a du mal à comprendre quand on ne les manipule pas tous les jours, et même pour les gens qui les manipulent, c'est pas forcément très facile à comprendre. Donc on va partir sur une petite découverte du monde des chiffres et du monde de ce que ça nous raconte et qu'est-ce que ça nous dit. Du coup, j'ai écrit ça et j'espère que ça va vous plaire et que ça va vous permettre de ressentir les chiffres au travers de votre corps. Donc je vous demande de vous détendre, je vous demande d'être avec moi et on va partir pour ce magnifique édito. À très bientôt sur Radio Balade 101.8. On est dans On va vous en débarrasser. C'est le temps de l'édito de votre animateur préféré. C'est l'édito de Ange. L'édito de Ange. Bonjour à tous et à tous. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler d'économie au sens technique, je ne vais pas vous noyer sous les chiffres du PIB, des taux d'imposition, ni faire la morale. Je voudrais simplement vous faire sentir dans votre corps et votre espace, dans votre temps, ce que représentent vraiment les écarts de richesse entre une personne au SMIC et un milliardaire. On va parler d'un euro, un tout petit euro, on va lui donner une forme, on va le traduire en distance, en poids, en liquide, en énergie, en pixels. Vous verrez que les chiffres deviennent tangibles, alors les inégalités ne sont plus une abstraction, elles deviennent un vertige. 1 euro, 1 mètre. Une question de distance. Imaginez que chaque euro que vous possédez soit représenté par 1 mètre de marche. Le SMIC net, c'est environ 1400 € par mois, soit 1400 mètres, une petite marche autour d'un village. Une personne de la classe moyenne gagne peut-être 3000 à 4000 € par mois. On est autour de 3 à 4 km. Une marche agréable. Un millionnaire, c'est 1000 km Paris-Barcelone. Un petit voyage sympa. On peut pas le faire à pied. Bernard Arnault, 200 milliards d'euros. 200 milliards de mètres égale 200 millions de kilomètres. Cela fait plus de 500 allers-retours. Terre-Lune. C'est de quoi aller toucher le soleil et revenir. C'est génial. À cette distance-là, on la fait pas à pied. On la fait en jet. 1 euro égale 1 gramme. Qu'est-ce que ça fait 1 euro égale 1 gramme? Le poids des richesses et des responsabilités. Un SMIC pèse 1,4 kg. 1,4 kg, vous pouvez le porter, c'est supportable. Mais ce qu'on vous demande de porter, ce sont vos enfants, vos factures, vos courses, votre santé. 1 million d'euros, une tonne. Une tonne. Pas de quoi vous écraser. Surtout si vous avez une bonne équipe. Mais 200 milliards d'euros, 200 000 tonnes. Le poids de 3 porte-avions nucléaires. Comme le Charles de Gaulle. Avec ses 2 réacteurs nucléaires pour le faire avancer. Un seul homme ne peut pas porter ça seul. Pas sans déléguer, pas sans faire parter une partie du poids aux autres.
ce n'est plus une richesse. C'est un empire. Et diriger un empire, ce n'est pas neutre. 1 euro égale 1 seconde. Question de temps. 1400 euros, c'est 23 minutes. C'est le temps qu'on met à écouter cette chronique et à faire cuire un plat. Chaque mois au SMIC, vous avancez de 23 minutes. 1 million d'euros, c'est 11 jours. 200 millions d'euros, c'est 6300 ans. On passe de 23 minutes à 6300 ans. 200 millions d'euros, c'est 6300 ans. Soit plus de la moitié de l'histoire de l'écriture humaine. Imaginez que chaque euro soit une seconde à vivre, comme dans le film Time Out avec Justin Timberlake. Certains vivent quelques heures, d'autres vivent pour l'éternité. 1 euro est égal à 1 millilitre, une richesse qui déborde. Le SMIC, c'est une bouteille de 1,4 litres, de quoi tenir une journée, et encore vous aurez soif si vous faites du sport. Une personne aisée, un petit jerrycan de 20 litres. Un millionnaire, 1000 litres, une petite piscine, ça va, c'est tranquille. Un milliardaire, 200 millions de litres. c'est le volume de 3921. Camion citerne. Et Pendant que certains boivent à la paille, d'autres laissent fuir des litres d'eau dans leur piscine fiscale. 1 euro est égal à 1 water. Un water, c'est l'unité d'énergie. C'est l'équivalent de ce que consomme, par exemple, votre chauffage pendant 1 heure en hiver. 1400 water, c'est l'équivalent de ce que consomme un frigo pour une journée. 1 million de water, donc 1 million d'euros, c'est l'équivalent d'un petit immeuble qui vivra pendant 1 an. Ou sinon, l'équivalent de la consommation d'un frigo pendant 3 ans. 200 milliards de water. C'est l'équivalent, Devra alimenter une ville de 90 000 habitants. pendant un an. ou pour des petits villages comme les nôtres, plusieurs centaines d'années. 1 euro est égal à un mot. Un mot, 1400 mots, c'est l'équivalent d'une chronique comme celle-là. 1 million d'euros, c'est l'équivalent de 10 romans Harry Potter. 200 milliards de mots, c'est l'équivalent de 2 millions de livres. ou l'équivalent de 20 petites librairies. Donc, et ça, c'est pas juste des narratifs, c'est pas juste des histoires. Ce sont de l'influence, et ça, ils le font vraiment. Ils payent des gens avec leur argent pour vous raconter des histoires. Et vous endormir. Alors, Pourquoi est-ce que ça compte? Pourquoi est-ce que ça compte? parce que ces écarts ne sont pas seulement économiques, ils sont culturels, physiques. Temporel, cognitif. Définissent ce qui peut prendre des risques. Quand on a peu, on prend des risques physiques. On travaille dur, on porte, on s'use, on... Tombe malade. Quand on est riche, on prend des risques financiers, abstraits, délégués. Et surtout avec l'argent des autres. Et on en oublie que nos salariés aussi prennent des risques en Ils investissant sont leur vie dans notre entreprise. qui, à au Moindre coup dur. on leur fait porter le poids. Pas de responsabilité. On les licencie. C'est génial. Qui prend vraiment les risques? Qui prend vraiment les risques? Qui prend vraiment les risques? Je vous pose la question, mais plus encore, le capital crée des opportunités que l'absence de capital rend inaccessibles. Des investissements à haut rendement, des niches fiscales, des réseaux fermés, des deals. Réservé. C'est le cercle vertueux du capital et le cercle vicieux de la survie. Une question de choix collectif. On ne naît pas milliardaire, on le devient, enfin. Ça, c'est ce qu'on veut vous faire croire. Je n'ai trouvé que 5 milliardaires, issus de rien. Alors, ça fait combien? 5 sur 2781 personnes dans le monde. Peut-on parler d'un monde méritocrate? Les inégalités se creusent et on voit les fortunes des ultra-riches s'accumuler de plus en plus. Et de plus en plus vite. C'est mathématique, hein, quand on prend plus aucun risque et qu'on peut influencer les règles du jeu, on s'en sort très bien et on devient de plus en plus riche et c'est exponentiel. 99% de ces gens-là, plus même, sont issus de milieux déjà très favorisés. Il n'y a aucun mérite. Peut-on devenir ultra riche sans exploiter le monde et les humains de manière injuste et prédatrice? C'est une question morale, mais aussi structurelle. Si une personne possède l'équivalent de 6000 ans de salaire minimum, alors que d'autres vivent Sur zéro. est-ce qu'on peut faire ce choix arbitraire, conscient et systémique? Non, non, non. Non. Merci d'avoir marché, Pesé. Respirez. élu avec moi, un peu de cette vérité invisible. Les inégalités sont réelles, démesurées. Mais pas inéluctable. Alors, je te pose une question, à toi qui m'écoutes. Quelle est ta vision de l'argent? Pas en théorie, pas celle des économistes, mais la tienne intime. Comment tu le ressens dans ton corps? Est-ce qu'il te manque? Est-ce qu'il te possède? Est-ce qu'il te sert? Où est-ce qu'il te tient? 1 euro pour toi, c'est de l'eau? C'est une bouffée de fumée dans la nicotine. C'est de la poudre blanche que tu sniffes dans les narines. Tu te transformes en quoi avec cet euro? L'argent, Ce n'est pas juste une monnaie d'échange. C'est une mesure de temps. de fatigue, de liberté, de pouvoir. Il peut diviser ou rassembler. Certains l'utilisent comme un outil de domination et de maintien de l'ordre. Et si on créait l'alternative? Qu'au lieu de courir chacun pour soi, on imaginait... Ce que l'on pourrait faire ensemble. Imagine si l'on mettait bout à bout nos euros, nos quelques idées, nos quelques pas, nos quelques watts, nos quelques mots. Imagine la force que ça représenterait. Imagine un monde où nos rêves s'accordent. On ne changera peut-être pas le système d'un coup, mais on peut commencer par changer nos regards. Et surtout, changer de camp. Refuser l'illusion de l'ascension solitaire et préférer la construction commune. Ce monde-là nous sera pas donné.
Et il est possible. Et il commence par une simple idée. Réunir nos forces. Alors, à toi, à nous. De jouer. Cet édito vous a été présenté par Radio Balade 101.8. C'était l'édito de Ange. Et on va s'écouter Sublife, Aurace, Fit, Maya et Akalex. On se met ça, j'espère que vous passez un bon moment sur Radio Balade 101.8. Compartiendo sueños, construyendo un anhelo, tú me querías. Yo te daba todo, pero en tus ojos vi rivalidad. Estuve ahí cuando caía sin razón, cubre tus heridas brindándote mi canción. Cuando volaba, tú me querías frenar. C'est l'interview. Bonjour à tous, vous êtes sur Radio Balade 101.8. J'ai la chance aujourd'hui d'être avec deux invités exceptionnels. On a Heidi Bicota Along qui est avec nous, qui était là à la dernière émission. Bonjour Heidi. Bonjour Ange. Alors, ça va depuis la dernière émission ? Oui, ça va bien et c'est toujours un plaisir de pouvoir échanger avec toi. D'ailleurs, on a décidé de se tutoyer puisqu'on envisage de collaborer ensemble sur d'autres émissions. Donc, on s'est dit que ça serait plus facile et plus fluide aussi. Donc, je suis vraiment ravie. Et merci beaucoup à toi. Et donc, on est aussi accompagné de Vitaly Dubreuil, c'est ça, je ne me trompe pas, qui est conseiller financier, qui va nous présenter un peu son activité et aussi sa vision de l'argent aujourd'hui, parce qu'on est là pour parler de notre rapport à l'argent. Bonjour Vitaly. Ange. Bonjour. Alors, est-ce que tu veux te présenter ou on laisse la place un peu à Heidi en premier Tu veux nous refaire un peu ton parcours, Heidi ? Oui, avec plaisir. Donc, je suis Heidi. Aujourd'hui, je suis chercheuse indépendante en psychologie du contact culturel. Donc, je suis psychologue de profession. Je pratique en cabinet à Toulouse et aussi en ligne. Et donc, je m'intéresse fortement à la psychologie de l'argent parce que c'est ce que j'observe beaucoup dans mes consultations et j'aimerais un petit peu sensibiliser les personnes à ce sujet. D'accord, merci beaucoup. Et toi, Vitaly, du coup, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Quel est ton parcours ? Alors moi, je suis conseiller en investissement financier.
Donc j'ai fait un master de finance de marché à Paris pour mon parcours et je me suis lancé en tant qu'indépendant juste après mes études. Et puis donc ça fait déjà presque 2 ans que j'accompagne mes clients sur les investissements. Et puis là, je suis en train de travailler sur une nouvelle offre en ce moment pour être plus aligné avec mes valeurs, ce que je veux proposer. Donc ce serait sans doute un accompagnement pour les personnes qui veulent investir en bourse et devenir autonomes donc dans leur gestion financière, dans leurs investissements, pour qu'ils puissent faire travailler leur argent comme ils le souhaitent. Ok, ok. Donc ton offre s'adresse quand même à des gens qui ont déjà des capacités à, à créer du capital, quoi, à garder en fait un peu d'argent à la fin du mois, j'imagine. Tu penses que c'est accessible à tout le monde, cette possibilité? Oui, je pense que c'est possible. Après, bien sûr, ça dépend de la situation de chacun. Mais en tout cas, si on travaille déjà un petit peu sur de la gestion budgétaire, pour aller dégager 50 euros, 100 euros par mois, on peut commencer à faire des choses. Ok, ok. Donc c'est intéressant. Et on en parlait en off. Tu me disais qu'en gros, le meilleur moment pour commencer, c'est tout de suite, puisqu'il y a les intérêts composés. Donc cette notion-là de temps en fait qui rentre et qui va avoir un impact assez important sur une vie. Tu as une idée de la différence entre quelqu'un qui commence très tôt et quelqu'un qui commencera plus tard, quels sont les résultats qu'ils peuvent attendre en capitalisant sur très peu, genre par exemple 50, 100 euros? La différence, en fait, elle peut être énorme lorsqu'on dépasse les, euh, les, les 30 ans. En fait, quelqu'un qui va commencer à investir dans la vingtaine et quelqu'un qui investit qu'à partir de la trentaine, eh bien, quand ils auront tous les deux la cinquantaine ou ils sont proches de la retraite, bah, celui qui a investi dans la vingtaine, bah, il aura quasiment doublé ou triplé son capital par rapport à celui qui a commencé un peu plus tard. Mhm. Ok, ok. Et bon, on n'est pas là que pour parler d'investissement, puisque aussi on est aussi là pour remettre en cause peut-être cela, en gros, la spéculation, tout ça. Donc toi, je sais que c'est pas forcément ton travail vu que tu fais pas ça, mais notre vision de l'argent, de comment on le ressent, comment on le vit. Et là, on a la chance d'avoir Heidi aussi qui est là pour nous parler de ça. Et du coup, moi, je me pose cette question, d'où vient notre rapport à l'argent et quelle est un peu notre spécificité peut-être française, puisqu'on sait que c'est très tabou, les gens en parlent très peu, même dans les équipes, les gens ne partagent pas forcément leur salaire entre eux, alors que c'est un vecteur de négociation de savoir quel est le salaire en fait de ses collègues. La question qu'on pourrait se poser, quel rôle joue notre emphase, notre éducation, notre histoire familiale dans notre rapport à l'argent? Si vous êtes d'accord, je veux bien commencer et introduire. Alors déjà, c'est sûr que l'approche de Vitaly, en tout cas moi, elle me semble vraiment très pertinente et intéressante. Et je dirais que c'est là où moi, j'arrive avant Vitaly, entre guillemets, dans un process d'évolution et d'argent. Parce qu'en fait, ce que Vitaly disait tout à l'heure, c'est que voilà, on peut commencer à partir de 50 ou 100 euros. Mais moi, ce que je constate, c'est que la plupart des gens n'ont même pas l'idée des fois d'épargner 50 ou 100 euros. Et c'est là, entre guillemets, que moi j'interviens. C'est déjà la prise de conscience. Alors du coup, je m'appuie sur le livre de Mathias Bastino qui explique, son livre s'intitule Prenez votre argent en main. Et il donne une information assez intéressante, donc je cite. Il y a de nombreux a priori sur l'argent qui expliquent sans doute la réticence collective que nous avons à en parler. Mais fort heureusement, sa perception change dans notre pays. Par exemple, en France, 1998, 50% des Français considéraient que l'argent était immoral. En décembre 2022, ils ne sont, entre guillemets, heureusement, plus que 30%. Donc les Français sont de plus en plus nombreux à voir l'argent sous un jour positif et pensent qu'il est possible de mener une vie éthique et responsable tout en ayant gagné de l'argent. Mais le problème de fond est plutôt dans le rapport non dit qu'on entretient avec l'argent, et c'est ce que tu disais, Ange, c'est qu'en fait c'est quelque chose, en tout cas dans la culture française, qu'on va avoir du mal à évoquer, le salaire qu'on peut avoir, combien on va payer telle ou telle chose, et qu'on verra pas forcément dans la culture anglophone, de mon expérience. Ça va générer des biais.
Je pense que cette opacité de l'argent qu'on a dans la culture française, donc par exemple quand on a un peu cette peur de la comparaison aussi, quand quelqu'un achète une maison, il ne veut pas dire combien ça lui a coûté exactement, les frais, etc. Et des fois aussi, a posteriori, on se rend compte qu'en fait c'était peut-être une erreur parce qu'en fait il y a des frais cachés ou des frais qu'on n'avait pas anticipés. Du coup, on n'a pas forcément envie d'expliquer à ses connaissances qu'on a fait des erreurs d'investissement. Il y a aussi ce côté-là de la comparaison, de se dire, ah oui, mais si je lui dis que j'ai acheté une maison 300 000 euros, ils vont commencer à me juger ou à plus m'aimer comme ils pourraient m'aimer s'ils ne savaient pas combien ma maison a coûté. Je pense qu'il y a vraiment une peur par rapport à ça. Mais moi, je pense que cette opacité, elle sert surtout, on va dire, les puissants, entre guillemets, ceux qui ont l'information, en tout cas, puisque l'information, en fait, elle nous libère, elle nous donne du pouvoir. Et le fait de ne pas partager ces informations entre nous, ça nous empêche en fait de nous réaliser et de comprendre comment fonctionne le monde. Je le vois avec des amis qui sont artisans, par exemple, qui connaissent pas les prix qui sont réellement facturés parce qu'ils sont sous-traitants de sous-traitants de sous-traitants. Et en fait, on se rend compte qu'il y a une marge qui est prise 4 fois avant que eux soient payés. Et eux, ils sont payés à peine le SMIC, alors qu'au final, il y a eu des marges énormes qui ont été prises entre chaque intermédiaire. Et ça crée vraiment des situations où quand eux, après, ils sont face à un client de base, en fait, ils le savent pas, mais ils cassent les prix et en fait, ils ne peuvent jamais progresser puisqu'en fait, ils ont juste pas connaissance du marché. Et ça, ça vient de cette incapacité à communiquer à juste être transparent, en fait. La transparence, la non-transparence sert ceux qui ont déjà l'information. T'en penses quoi, toi, Vitaly, de ça? Notamment, tu dois avoir un peu conscience dans ton milieu de conseil, il y a certaines opportunités qui sont accessibles uniquement à certaines personnes ou à un certain capital et d'autres qui sont accessibles qui sont accessibles à tout le monde mais qui n'ont pas forcément le même rendement. Tout à fait. Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis et je poursuis justement ça, puisque en fait, on a tout à fait l'exemple déjà en banque d'être accompagné par un gestionnaire en gestion privée ou par un conseiller en gestion de patrimoine en banque. En fait, il faut avoir par exemple 500 000 euros sur les comptes. Donc, il y a déjà un ticket d'entrée qui est beaucoup plus élevé pour être accompagné. Sinon, on va nous proposer des livrets qui rapportent rien et des trucs qui nous servent pas. Et même en plus, parmi ce qu'ils proposent en gestion privée, même là, ils sont pas très bons en général. Donc, de par le manque d'efficacité des banques, les Français, je pense qu'ils ont du coup moins de confiance dans les banques et ceux qui parlent d'argent. Il y a aussi un aspect de monde de requins dans la finance, donc ça n'aide pas non plus à faire avancer les choses. Je pense qu'il y a aussi ce côté-là où dans le monde de la finance, il y a toujours une recherche principale du profit et souvent en fait le côté éthique ou le côté alors on en parle de plus en plus avec les livrets verts ou je sais pas les placements dans des entreprises qui sont dans l'écologie, etc. Mais c'est quelque chose en fait qui n'est pas forcément pris en compte par tous les acteurs de ce marché, notamment par les banques traditionnelles qui investissent toujours dans les produits fossiles, etc. Et en fait, les gens ne se rendent pas compte, mais quand ils mettent leur argent en banque, il y a une création grâce à cet argent-là. En fait, ça donne une capacité d'emprunt aux banques qui après peuvent rediriger cet argent-là dans certains domaines ou l'investir. L'investir aussi pour eux faire du profit qu'ils ne repartagent pas avec leurs clients. Il existe des placements alternatifs qui permettent aux gens justement de se positionner sur des marchés plus sains, on va dire. Oui, il en existe. Alors là, ça se développe de plus en plus ces dernières années, de par la demande et tout ce qui est autour de l'environnement, ça se démocratise, on en parle de plus en plus. Mais il y a quand même encore beaucoup de choses qui tiennent pas debout, quoi, qui sont pas rentables. C'est encore une niche qui continue à se développer. Et sinon, moi, je dirais que si on veut avoir plus de sûreté justement dans ce qu'on veut investir, on peut directement aller soit sur des actions en direct. Voilà, je suis un peu technique peut-être, mais choisir directement la société qui
qui a une bonne éthique, comme on le souhaite, investir en direct, c'est ce qui est le mieux, je pense. D'accord. Du coup, de dire aux gens, voilà, vous pouvez directement capitaliser en prenant des actions dans des petites entreprises ou des entreprises qui font des efforts citoyens ou éthiques. Alors, on peut revenir à ce rapport qu'on a avec l'argent au niveau émotionnel. L'argent, ça crée quoi comme émotion chez les gens? Parce que je pense qu'il y a de la peur du manque, il y a des profils qui stockent. Je pense que toi, tu dois en voir aussi parmi tes clients Vitali. Peut-être de la culpabilité, peut-être un sentiment de mérite aussi pour ceux qui ont réussi à faire fructifier leur argent. Ou je pense que c'est souvent des facteurs chance, mais ça, on pourra en reparler. C'est quoi, tu as un peu toi, des topologies ou des types de personnes, des façons de voir l'argent qui pourraient être façonnées par notre expérience? Oui, pour moi, il y a plusieurs profils de rapport à l'argent qui vont se construire déjà en fonction du milieu dans lequel on a évolué, donc en fonction des parents déjà. Est-ce que les parents avaient ou pas de l'argent? En fonction de si les parents avaient de l'argent, ils vont avoir un discours sur l'argent qui va être forcément plus positif, plus bénéfique, plus ambitieux. Alors que des personnes qui ne vont pas avoir du tout d'argent vont dire à leurs enfants, mais de toute façon, ne rêve pas, on n'aura jamais de voiture de cette telle ou telle marque. Et donc, du coup, ça va venir insérer inconsciemment, émotionnellement, des croyances sur l'argent qui datent depuis tout petit. Et donc, je n'aime pas du tout les choses binaires. Donc, il va y avoir soit une vision qui va être super fluide de l'argent, et on peut le voir dans les milieux aisés. Finalement, l'argent est abondance, ou alors il y aura des milieux, on va dire plutôt de la classe basse, où de toute façon on n'aura jamais suffisamment pour payer toutes nos charges. Et puis ensuite, il y a toujours cette troisième voie qui est un peu la classe moyenne, où en fait les personnes arrivent à mettre en place des projets, à croire qu'elles ont de l'argent, et en même temps il y a de l'auto-sabotage parce qu'elles estiment ne pas se sentir légitimes d'avoir cet argent. Et du coup, il y a quelque chose d'une tension qui va se mettre en œuvre émotionnellement et qui va régir beaucoup de comportements d'auto-sabotage et une non-conscientisation de l'argent. Alors, je ne sais pas si Vitali, tu l'expérimentes avec certains de tes clients, mais moi, je vois en tout cas une grande ambivalence par rapport à l'argent et aussi à la culture judéo-chrétienne, religieuse de l'argent serait quand même péché depuis quelques décennies. Donc toi, Vitali, tu rencontres plusieurs types de clients. Est-ce que tu as vécu un peu des moments où tu as vu des blocages émotionnels ou des façons que tu as dû déconstruire un peu pendant ton conseil? Moi, ce que j'ai rencontré, c'est que j'ai l'impression que... Alors, c'est un petit peu moins le cas chez les jeunes, mais ceux qui sont moins jeunes, les personnes, ils mettent une grande importance dans l'argent qu'ils ont accumulé ou épargné. Et c'est un peu leur précieux, entre guillemets, et que il y en a qui clairement préfèrent le laisser en banque et en fait, si on le laisse en banque, ils perdent de l'argent avec l'inflation, mais ils préfèrent ça plutôt que finalement l'investir. Donc il y a quand même une grosse peur, je trouve, de perdre le fruit de leur travail. Je trouve ça dingue un peu. C'est une aversion à la perte un peu. Oui, en fait, ce que tu dis, Vitali, merci pour ce partage parce que moi, ça me parle tout à fait. C'est ce qu'on va appeler le rapport au risque. Et effectivement, c'est ça qui est paradoxal, c'est que c'est un précieux et en même temps, on veut pas le faire évoluer. Parce que ça serait potentiellement un risque, mais un risque plutôt de gagner ou un risque qui est modéré, puisqu'ils sont accompagnés en l'occurrence par toi. Et même là, on voit bien que malgré la logique du fait que ils ont plus à y gagner, et on voit bien que c'est l'émotionnel qui va prendre le dessus, et c'est je ne peux pas faire au risque, je ne peux pas faire face au risque, si je perds, qu'est-ce qui va se passer? Et moi je trouve qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'identité, quoi, comme tu dis, le fruit de leur travail, c'est moi cet argent, et c'est là où ça vient créer en fait une sorte de cristallisation où il n'y a plus d'évolution quelque part. Parce que
Moi, ça me fait rire de parler de risque, parce que ça, on peut le voir aussi avec toi, Vitaly. Moi, j'ai pas l'impression que ce soit un risque quand on a travaillé pour accumuler une certaine somme qui est virtuelle, qui est de l'argent, mais c'est virtuel. Le travail, ça, c'est un risque. On peut perdre des bras dans des machines. On peut mourir sur le champ, sur le terrain. Mais quand on a de l'argent et qu'on doit l'investir, le risque, c'est juste de le perdre. Mais en soi, on n'a pas pris de risque physique, on n'est pas mort de faim, on n'a pas. Parce que souvent, on place de l'argent dont on n'a pas besoin, justement. Ce risque-là, parce que tu en penses toi, Vitaly, mais pour moi, ce risque-là, c'est un risque virtuel, mais c'est pas un risque réel. Ça va pas changer nos vies. Si on place de l'argent et qu'on le perd, tant pis. Oui, c'est ça. Peut-être parce qu'on est plutôt jeune, mais on a cette vision-là, mais. C'est vrai que si on gère bien, et de par mes conseils, bien évidemment, de toute façon, on n'investit pas absolument tout ce qu'on a, mais on répartit correctement sur des supports adaptés, en proportion, etc., selon notre profil de risque aussi. Parce que, ok, il y a peut-être une partie de notre argent on peut aller chercher du rendement, donc prendre un peu plus de risques, mais on va pas mettre tout notre patrimoine et pourtant, il existe plein de solutions d'investissement où le risque est quand même modéré, quoi. On va le faire travailler, on va gagner sans avoir de grosses pertes, quoi. Et puis même si on a une perte de 10% un jour, et voilà, comme tu dis, notre vie, elle va pas changer, quoi. Et c'est là où c'est intéressant d'avoir vos points de vue. Vraiment, je vous en remercie et je suis contente de pouvoir être présente avec vous parce que c'est ça qui est intéressant, c'est votre vision très rationnelle des choses. Et du coup, comme je suis la seule femme ici, je rebondis sur justement l'éducation financière qu'on peut avoir et à quel point aussi les garçons sont très vite sensibilisés à la question de l'argent et à un côté aussi plus rationnel de l'argent. Moi, c'est vrai que les personnes que j'ai la plupart du temps en consultation, c'est quand même aussi beaucoup des femmes. Et je vois que la question de l'argent, c'est lunaire. Et ça appartient justement, c'est affilié dans les représentations et émotionnellement au fait que l'argent, c'est plutôt les hommes qui gèrent, quoi. Donc, vous voyez, c'est ce que vous dites, c'est super intéressant parce que pour moi, ça amène, d'un point de vue de la psychologie, à une division sur le rationnel et l'émotionnel et le fait qu'il va y avoir une guerre comme ça, on le voit, hein, l'argent, c'est quand même la première raison pour les couples de se séparer et d'avoir des disputes. Et les femmes vont être souvent dans l'émotionnel. Et les hommes, souvent dans le rationnel, alors que l'idée, justement, Vitaly, tu parlais de développer cet accompagnement en lien avec tes valeurs. Est-ce que finalement, l'idée, ça serait pas de mettre l'argent au service de nos valeurs plutôt qu'au service du cerveau ou au service des émotions, mais d'une conscience de savoir qu'est-ce qu'on veut en faire et quels sont nos objectifs à plus ou moins long terme. Je sais pas si c'est quelque chose qui vous parle, mais en tout cas, ça me semble intéressant dans justement la manière dont on construit son rapport à l'argent en fonction du genre. J'ai eu cette réflexion. Avant, j'avais une approche très mathématique de me dire il faut prendre les choses avec le meilleur rendement, etc. Mais en fait, on se rend compte que ça ne crée pas forcément le monde le plus souhaitable ou le plus beau. Et ensuite vient la question de qu'est-ce qu'on fait de notre argent pour créer ce monde-là et pour participer à créer ce monde-là. Il y a souvent la phrase qui dit d'abord il faut investir en soi-même, d'abord il faut investir dans ses compétences, dans ses connaissances, dans soi. Et je pense que c'est l'idée, c'est d'investir tant son énergie, sa vie et son argent dans le monde dont on rêve et dans celui qu'on veut créer. Même si c'est 50 €, parce qu'en fait, à la fin du mois, on n'a rien, parce que c'est très compliqué pour la plupart des gens, il faut essayer, en tout cas, d'avoir cette discipline, et c'est pas facile, d'avoir une discipline pour créer ce monde qui nous fait rêver et qu'on souhaite. Et donc, je pense que c'est très bien de penser l'argent comme un moyen de vecteur de sa conscience, plutôt qu'un moyen de vecteur de son émotion ou de son rationnel. Et pour arriver à faire ça, il faut déjà avoir pris conscience. Ouais, c'est là où c'est un petit peu c'est là où notre travail se positionne, c'est d'amener les personnes à se rendre compte que l'argent est un outil. Alors justement, Vitaly, toi, je présume, hein, je peux me tromper, mais
il y a beaucoup d'hommes qui viennent te voir, peut-être plus que de femmes. Oui, tu as raison. Alors peut-être parce que je suis aussi un homme, donc le feeling passe mieux. Mais effectivement, de toute façon, tous mes clients sont des hommes, donc je peux pas dire le contraire. Ouais, donc moi c'est ce que j'observe vraiment à chaque fois que je discute avec des hommes dans le rapport à l'argent, dans les consultations, les gens sont très au clair, ils ont déjà pensé beaucoup de choses, alors que les femmes, ça va être quelque chose de ah ben tiens, j'y ai jamais pensé, etc. Donc on voit qu'il y aurait et c'est ce qu'on envisage de faire avec Vitaly, et c'est ce qu'on fait avec toi Ange, de justement ne plus diviser tout ça et de voir que finalement, est-ce que l'argent, ça serait pas un outil au service de nos valeurs pour contribuer, comme tu disais Ange, à un univers, à un monde un petit peu plus respectueux de l'humain et de notre environnement. Et pour ça demande d'avoir l'information. Par exemple, j'ai regardé, je connaissais la Nef, je pense que toi tu le connais, Vitaly. Oui. Qui est une banque alors avec des rendements très petits, mais en fait ces petits rendements, parce que c'est vraiment très petit, c'est en dessous de l'inflation, donc les gens perdent de l'argent chaque année en investissant 2 ans, mais en mettant un peu d'argent quand même à la Nef, ça permet de financer des projets solidaires, des projets socio-culturels, etc. Donc c'est un moyen, c'est un vecteur de créer un monde un peu plus juste, avec en plus avec les gens qui sont co-gestionnaires de cette banque. Toi, tu la connais, toi, Vitaly, tu as une vision sur cet objet, on va dire Je connais pas du tout, donc non, Ok, d'accord, ok. C'est parce que ça doit pas être à haut rendement, donc c'est parce que j'ai vu des taux entre 3% et 0,5, tu vois, sur un livret vert, ils appellent ça. Mais derrière, en fait, ça permet de faire des prêts, puisque les banques font des prêts, et ces prêts-là à des taux très petits pour créer des entreprises qui rendent un vrai service citoyen et social. Donc, l'idée, c'est d'investir à la Nef pour pas forcément s'enrichir soi-même, mais pour enrichir le monde. Et je pense que c'est une vision aussi intéressante. En fait, avec notre argent, on peut avoir de la richesse individuelle, mais on peut aussi enrichir le collectif. Ça peut être aussi une vision qui fait plus rêver, qui est plus enthousiasmante que la vision un peu égoïste de se dire, avec mon argent, je vais me capitaliser moi-même un capital pour avoir encore plus de capital et encore et encore. Est-ce que c'est la vision que tout le monde a, en tout cas, je ne sais pas, mais on peut parler d'alternatives. Pour rebondir justement sur la Nef, c'est que moi, effectivement, je me suis intéressée à cette banque qui est l'une des banques qui se revendiquent les plus éthiques. Et effectivement, c'est super intéressant ce que tu dis, Ange, dans le sens où voilà, les rendements, ils sont hyper bas, quoi. Et en fait, c'est ça la problématique, je pense, de la question de l'argent et de l'éthique, c'est que aujourd'hui, la société dans laquelle on vit est une société de rapidité. Et donc, on voudrait à tous les niveaux que tout soit rapide. Et même nos rendements, on voudrait qu'il y ait un capital qui arrive très très vite. Mais quand on est dans des choses éthiques, souvent, ça prend du temps, que ça soit d'investir dans des arbres, etc. Et donc, ça veut dire jouer sur le temps. Et comme on est dans une société de consommation où tout va très vite et tout change très vite, là, ça crée un décalage. Et c'est là où, émotionnellement, c'est hyper dur pour nous de venir travailler sur notre patience et notre persévérance. Et ça, c'est un vrai souci parce que on voudrait tout de suite. Ouais. Après, ça, c'est intéressant, mais est-ce que c'est intéressant d'aller plus vite droit dans le mur que plutôt aller doucement, mais dans un paysage intéressant? Ça, je pense que c'est vraiment la vision que j'ai aujourd'hui, c'est que oui, on va très vite, on veut aller sur Mars, on veut faire plein d'innovations, plein de choses, avec par exemple les IA aujourd'hui qui polluent énormément. On veut créer des centrales nucléaires pour alimenter les ordinateurs, etc. Mais est-ce que cette vision-là du futur est souhaitable pour les êtres humains, ou est-ce qu'elle est souhaitable pour quelques êtres humains et le reste, on s'en fiche? Et moi, je pense que j'ai ma réponse. Après, c'est une réponse personnelle. et moi, ça me fait pas trop rêver, justement, ce qu'on nous vend. Et justement, ça me pose la question de l'argent dans notre vie quotidienne. Qu'est-ce que l'argent fait de nos choix de vie, de nos relations, de notre santé mentale? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ces questions-là, de ce que ça soulève? Vitaly, si tu veux bien commencer.
Je sais pas, je saurais pas trop quoi répondre. Moi, j'ai une réponse. Moi, je pense que déjà, l'argent peut être un facteur limitant sur certains. Ça peut empêcher des gens de rêver quand ils en ont pas, et dans d'autres cas, ça peut permettre à des gens de trop rêver quand ils en ont trop, et d'aller trop loin dans des démarches qui auraient dû être peut-être arrêtées avant d'être commencées. De la même façon, avec les relations, on a dit que dans les couples, ça posait des problèmes. Ça pose aussi des problèmes dans les amitiés. Et ça peut aussi nous empêcher de vivre des expériences intéressantes avec des gens, puisque pas de la même classe sociale ou pas des mêmes intérêts économiques et sociaux et pas les mêmes moyens, ben en fait, on va juste pas pouvoir les suivre dans leur train de vie. Et du coup, ça peut nous empêcher de rencontrer des êtres avec qui, en fait, on aurait pu vibrer, mais au final, on les rencontrera jamais puisqu'on n'est pas dans la même sphère financière. Ensuite, par rapport à la santé mentale, je pense que là, ça va être Heidi qui va pouvoir ouvrir. Je pense que il y a vraiment un sujet aussi. Je pense que il y a eu des études qui montraient que le manque d'argent, par exemple, les gens qui vivaient au RSA, etc., avaient moins de créativité, avaient moins étaient plus sujets à la dépression, des choses comme ça. Et qu'à l'inverse, quelqu'un qui a les moyens ou qui voit plus les opportunités, sait plus les saisir, voit un monde un peu plus brillant, quoi. Je pense que si ça se recoupe avec les études psychologiques ou pas du tout. Parce que moi, c'était un truc que j'avais lu. Ah oui, ça fait tout à fait sens et surtout ce que tu évoques sur la santé mentale, moi, c'est vraiment quelque chose sur lequel je m'interroge. Parce que c'est pas évident aussi aujourd'hui, en tant que psychologue, voilà, on reste quand même une entreprise, hein, faut se le dire. Et donc, il y a des charges à payer et en même temps, on est aussi là au service de la société. Et ça, c'est une position éthique qui est pas facile en tant que psychologue, puisqu'en fait, si on est trop dans des tarifications qui sont basses, derrière, c'est difficile de maintenir le rythme. Et en même temps, proposer quelque chose d'élevé fait que les personnes, en fonction du profil avec lequel on va travailler, ne peuvent pas y avoir accès. Et c'est là où quelque part, dans ce que tu disais, la question de l'État y joue beaucoup parce qu'aujourd'hui, c'est soit, les professionnels de santé prennent sur eux pour proposer des tarifs accessibles, ou soit, c'est les gens qui, ne peuvent pas y accéder parce qu'ils ont pas les moyens. Et c'est là où pour moi, il y aurait une troisième voie, c'est que, du coup, ça soit un peu plus institutionnalisé et que la question de la santé mentale, effectivement, puisse être prise en compte à un niveau plus collectif. Parce que, moi, ce que je constate, c'est clairement que là, il y a une anxiété financière et c'est pour ça que maintenant, je développe, des accompagnements pour les gens qui le souhaitent sur la psychologie de l'argent, notamment au niveau des entrepreneurs, des professions libérales, parce que je vois énormément de gens qui souffrent, même dans ces professions-là, parce qu'elles n'arrivent pas à mettre des tarifs qui leur permettent de vivre correctement. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? Elles n'arrivent pas à être compétentes parce qu'elles sont toujours prises dans un stress financier. Et vous voyez, là, il y a une boucle qui se boucle. et donc, c'est un vrai problème. Et tu parlais du quotidien. Oui, quand on est en stress financier, comment on fait ses courses, le stress qu'on peut avoir au quotidien de comment on va payer telle facture, de comment on va payer les courses des enfants. Et en même temps, on ne sait pas trop comment l'argent fonctionne. C'est là où pour moi, il y a, tu disais tout à l'heure, il y a ceux qui privilégient de ça, d'avoir des informations floues et de les maintenir. Et en même temps, je pense aussi que c'est aux personnes, quand elles nous écoutent comme ça, de pouvoir se dire, tiens, et si j'allais essayer de mieux comprendre? Et pour moi, c'est vraiment dans les deux sens. Chacun peut accéder à l'information aujourd'hui, que ça soit en allant voir le site de Vitali, en regardant moi ce que je fais. Il y a beaucoup de personnes qui parlent d'argent, souvent sur le point du budget, peu sur l'émotionnel. Et l'idée, ça serait de pouvoir travailler sur les deux. Du coup, Vitali, toi, tu as un site, on va faire direct la promo, là, on la refera à la fin, mais c'est quoi ce site du coup? C'est cabinetdubrail.fr. Ok. Et du coup, les gens peuvent avoir des informations, peuvent te contacter. Ouais, c'est ça. Alors, je précise, c'est pas un placement de produit aux auditeurs. Je suis pas rémunéré pour faire ça, mais je pense que ça peut être émancipatoire d'avoir accès à des gens comme Vitali, notamment. Voilà, je pense que c'est un bon message d'espoir. Même si peut-être qu'à la fin, moi, je vais ouvrir sur le fait que est-ce qu'on n'arrêterait pas d'avoir de l'argent pour tout le monde? Mais ça, c'est à la fin, je spoil pas. Mais avant de faire ça, on va parler de s'émanciper et comment on fait du coup pour s'émanciper. Quelles sont les premières étapes concrètes que pourraient mettre en place les gens
pour reprendre le contrôle sur leurs finances. Toi, Vitaly, tu as parlé tout à l'heure de budgétisation. La dernière fois, tu m'avais parlé d'objectifs quand on s'est parlé ensemble. Quelles sont les étapes après toi et peut-être aussi Heidi, parce que je pense que là on parle d'émotionnel et de rationnel en même temps. Quelles sont les étapes pour commencer à s'émanciper justement? Je dirais prendre rendez-vous qu'un conseiller financier. C'est une belle chose. Après, je vais développer quand même parce que c'était pour la blague, mais c'est pas seulement une blague, hein, bien sûr. Si on veut déjà faire des choses un peu par soi-même, on peut tout à fait. En commençant par déjà faire un état des lieux de un petit peu de notre vie. Qu'est-ce qu'on a aussi comme épargne, comme investissement, comme patrimoine. Donc faire un petit bilan et ensuite de pouvoir réfléchir à qu'est-ce qu'on veut dans la vie, dans nos projets de vie, où est-ce qu'on veut aller. Donc voilà, écrire ça, ça peut être acheter une maison, préparer les études des enfants, préparer sa retraite, et cetera. Déjà poser ça, mettre bien une date et un montant parce que plus ce sera précis, plus ce sera facile ensuite de mettre en place des choses. Déterminer ce qui pourrait nous servir comme de la sécurité. Donc moi, dans mon métier, je parle de matelas de sécurité et d'épargne de précaution. Donc c'est 2 montants qui sont des choses qu'on va garder de côté au cas où. Puis la différence, c'est que le matelas de sécurité, c'est pour des dépenses qui seraient urgentes. Par exemple, on casse son frigo, enfin il tombe en panne. On va le changer dans les jours qui viennent et pas dans les mois qui viennent. Donc ça, c'est urgent. Donc ça, c'est de la sécurité et après de la précaution, c'est, peut-être, s'il y a une voiture qui casse, on va peut-être attendre 1 ou 2 mois avant d'en reprendre une, de bien choisir. Du coup, on doit l'avoir de côté cet argent-là, mais pas forcément sur, les livrets bancaires. Mmh. Moi, j'ai l'impression que quand même ce discours s'adresse quand même à des gens qui ont quand même une capacité à mettre de côté. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cette capacité. Alors, est-ce que c'est une capacité qui vraiment matérielle, c'est-à-dire en fait, il n'y a pas suffisamment pour vraiment subvenir à leurs besoins chaque mois, donc dans le rouge tous les mois, ou est-ce que en fait c'est plus du coup le côté émotionnel qui fait qu'en fait ils dépensent tout parce que je sais pas, ils ont mal fait leur budget ou j'ai l'impression que c'est difficile de responsabiliser certaines franges de la population sur ces questions-là. Ouais. C'est les deux. Vraiment les deux, et c'est pour ça que voilà, moi je sais que j'ai eu vraiment envie de travailler avec Vitaly parce que c'est les deux. Dans ce qu'il évoque d'un point de vue rationnel, ça paraît tout à fait cohérent. Mais déjà l'étape, moi je le vois du point de vue émotionnel, déjà l'étape où il dit ça va être nécessaire de faire le point. Et ça, c'est une prise de conscience que souvent les gens veulent pas aller voir. Il y a beaucoup de gens qui ne regardent pas leur compte parce que ça les stresse. Et donc il y a un peu la politique de l'autruche parce que émotionnellement ça envahit de peur. Et donc on voit déjà que là, rien que là, émotionnellement, dans l'inconscient, ça peut être compliqué. Et après, quand moi, je suis donc très sensible à la question du mot, et je viens un petit peu taquiner quand il parle de la question de l'urgence. Et moi, je sais qu'il y a des gens qui vont me dire, mais il faut que j'achète cette dernière paire de chaussures. C'est une urgence, en fait. Et c'est là où on voit que quand l'émotionnel s'en mêle, ben oui, du coup, la chaussure, elle coûte 100 €. Et au lieu d'épargner ces 100 €, voilà, c'est parce que derrière, il y a des fois des addictions, que ça soit le tabac. Et du coup, ça va prendre toute la place. Et donc, il y aura moins d'argent pour anticiper et créer de la sécurité. Oui, moi j'ai quand même cette impression-là que la société nous crée des besoins dont on n'a pas réellement besoin et qu'il faut toujours challenger ces besoins-là, puisqu'en fait on crée ça par des mécanismes psychologiques, marketing, d'influence, l'envie de voyager à l'autre bout du monde, les choses comme ça. Et en fait, des fois, voyager, c'est aussi aller voir ses voisins et apprendre leur histoire de vie et construire quelque chose avec eux. Ça, c'est un voyage qui coûte moins cher et c'est peut-être le seul voyage qui vaut le coup pour ceux qui rêvent de partir à Dubaï, par exemple.
je pense que la plupart des gens ont une haute estime d'eux-mêmes, ou pas forcément une haute estime d'eux-mêmes, mais on se voit toujours comme étant les gens bien dans l'histoire. Et du coup, ça veut dire qu'on associe à ça des valeurs. Et justement, qu'est-ce qui se passe quand on commence à aligner son argent avec ses valeurs? Qu'est-ce qui va se passer émotionnellement chez les gens, mais aussi dans leur vie? Vas-y. Je voulais juste répondre par rapport à Heidi, sur ce qu'elle disait sur la partie émotionnelle des gens sur leurs achats. J'en ai rencontré des personnes comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que, en fait, je sais pas si en fait, je les mets en face de leurs envies. En fait, je leur dis, par exemple, si au niveau du budget, bah, ils peuvent pas, mais finalement, voilà, ils achètent une paire de chaussures à 100 € tous les mois où ils vont, bah, ils sortent toutes les semaines et du coup, il y a 300 € de budget, restaurant, bah, par mois. Bah, je leur dis, «OK, bah, vous avez le choix entre, aller au restaurant, bah, 2-3 fois par semaine ou payer les études de vos enfants. Qu'est-ce que vous voulez choisir?» Est-ce que quand il aura 18 ans, vous allez lui dire, «Bon, bah, je peux pas payer tes études parce que j'ai été au restaurant, toutes les semaines»? Je vois. Bon. Donc ça fait réfléchir un petit peu les gens, après. Ça aide à réfléchir, mais c'est intéressant de se dire que certaines personnes ont besoin d'entendre ça, et heureusement qu'il y a des gens comme toi pour leur rappeler. C'est très intéressant. Est-ce que ça vous intéresse qu'on parle un peu d'une autre vision de l'argent? Si on changeait notre vision collective, si on rêvait un peu ensemble? Pour vous, ça serait quoi là, une bonne vision de l'argent? Ben, pour moi, en tout cas, ça serait, bien sûr, de ma position en tant que chercheuse et en tant que psychologue, ça serait un alignement entre l'intellect, donc le rationnel, la prise de conscience, le fait de poser des objectifs. 2, un travail sur ses émotions, sur son histoire familiale, d'où viennent mes blocages, etc. Et 3, donc le plan que propose Vitali de la question de l'investissement, de la persévérance, de la discipline dans ses objectifs pour les maintenir en accord avec des valeurs qui sont sans cesse mis à mal par notre société, et de pouvoir les garder en étant aussi entouré de personnes qui partagent les mêmes valeurs que nous pour nous soutenir mutuellement. Et toi, Vitali, tu as quelque chose que tu voudrais dire par rapport à une autre vision de l'argent ou à une vision plus avancée, plus évoluée? Ce que je voulais dire par rapport à cette vision sur l'argent, c'est vraiment de voir l'argent comme un outil et pas que quelque chose de forcément personnel. C'est que chaque mois, on va gagner de l'argent et de se dire, bah, comment est-ce que je vais l'utiliser correctement? C'est mon outil. Est-ce que, bah, je vais l'utiliser, OK, pour me nourrir, pour me loger? OK, et est-ce que je vais l'utiliser aussi pour les projets futurs? Est-ce que je vais l'utiliser pour me faire plaisir? Et lui donner une fonction à cet argent-là, parce que si on lui donne pas de fonction, en fait, l'argent, comme c'est un flux, et ben, il va finir par bouger et disparaître. Parce que dès qu'on a de l'argent sur notre compte en banque, bah, on se dit: «Ah bah, c'est bon, on a de l'argent». Bah, du coup, on va aller en profiter et cetera, et finalement on le fait pas travailler à notre place. Moi, j'ai envie de partager un peu mon expérience personnelle, mais très rapidement. Mon père est parti quand j'avais 5 ans, et la pension qu'il donnait par mois, pour moi, c'était 40 € par mois. En sachant que lui, il était directeur commercial dans une boîte au niveau européen. Et donc, il était juste en dessous des patrons de la boîte. Donc, je ne sais pas combien il gagnait exactement, mais je sais que sa maison, elle était immense. Je ne sais même pas comment la qualifier, avec un jardin immense. J'y allais en vacances. Et je voyais mon père, quand je ne savais pas à l'époque, mais aujourd'hui, avec le recul, je vois que mon père a donné 40 € par mois. Pendant une période, il a donné 75 € et après, il a fait réduire, grâce à des avocats, le montant à 40 € par mois. Et donc, en fait, j'ai l'impression que des fois, les gens, c'est un exemple un peu violent
ce qu'on peut faire avec l'argent, c'est-à-dire on vit dans l'opulence, on a une maison immense, on vit à crédit, parce que lui vivait à crédit. Et donc après, quand ça s'est arrêté, ce travail-là, mais il n'avait plus rien. Et en fait, il y a des gens comme ça qui vivent à crédit, qui ne passent pas des priorités par rapport à l'argent, qui ne pensent même pas à leur famille, ou même à eux-mêmes, on va dire, pour le futur, même s'ils ont les moyens. Et donc déjà, moi j'aimerais dire à ceux qui ont les moyens de regarder autour d'eux, de regarder qu'est-ce qui est important pour eux et qu'est-ce qui a vraiment de la valeur, et d'investir déjà en priorité dans ça, dans ce qui est autour d'eux et de ce qui a vraiment du sens dans leur vie et qui aura du sens plus tard. Et ensuite, à ceux qui n'ont rien, parce que l'émission s'adresse aussi à ceux qui n'ont rien, j'ai envie qu'ils sachent que déjà ils sont pas seuls et que c'est aussi en étant tous ensemble et en se serrant les coudes qu'on peut faire avancer les choses. Et même en n'ayant rien, on peut créer de la valeur, parce que l'argent, c'est une représentation de la valeur. Mais je pense que moi, je rêve d'un monde qui n'est pas accessible aujourd'hui tout de suite, mais un monde sans argent, où en fait, tout le monde aurait ce qu'il faut pour manger, tout le monde aurait ce qu'il faut pour vivre, tout le monde aurait les moyens de produire ce qu'il a envie de produire dans ce monde. Mais pour arriver à faire ça, je pense que tu parlais d'un flux, Vitaly. Je pense qu'il faut arrêter de créer des digues et arrêter de créer des immenses réserves qui stagnent et qui ne sont pas gérées par le collectif, mais qui sont gérées par quelques individus et qui empêchent de progresser à tous les autres. Je pense que moi, ma vision de l'argent, c'est une vision décomplexée et ouverte, et tellement ouverte en fait qu'à la fin, l'argent n'a plus de valeur, n'a plus de sens. Mais pour créer un monde comme ça, je pense qu'on en est très très loin. Et avant ça, j'invite les auditeurs à s'émanciper, et c'est un peu mon message pour la fin. Et pour s'émanciper, on a parlé déjà des baby steps qu'il faut mettre en place. Et justement, vous, si vous aviez quelque chose que vous vouliez dire là aux gens, si vous pouvez leur dire une seule chose aux gens qui nous écoutent pour transformer leur rapport à l'argent, qu'est-ce que vous leur diriez? Moi, je dirais aux personnes de pouvoir lire sur le sujet et de commencer à s'interroger sur qu'est-ce que l'argent pour eux. Déjà, c'est une première question que je trouve assez saine. Et puis ensuite, ce que tu disais, Ange, c'est que je pense pas que ce monde il soit très très éloigné, parce qu'aujourd'hui, on échange tous les trois, on se rencontre et on met déjà les étapes pour que ça soit accessible. Donc je pense que déjà écouter cet épisode, c'est déjà très bien. Ok, merci Heidi. Et toi, Vitaly, tu as un petit message de fin pour les auditeurs? Oui, effectivement, ça rejoint un petit peu le message d'Heidi, mais moi je dirais écoutez les vieux sages. C'est vraiment mon conseil parce que depuis quelques années, on le voit, je sais pas si vous voyez aussi, mais très bien sur les réseaux sociaux, toutes les personnes plutôt jeunes qui sont entrepreneurs, businessmen, qui réussissent, qui sont à Dubaï, etc., qui vous parlent d'argent. Moi, je les écoute peu, ces gens, et je vous conseille de vous en éloigner et de plutôt écouter les vieux sages. Donc, quand je parle des vieux sages, c'est ceux qui ont de l'expérience sur l'argent, qui le connaissent vraiment et qui déjà ne sont pas des arnaques non plus. Donc, je peux citer le plus grand investisseur du monde, Warren Buffett. Ça, c'est un exemple de vieux sage. Sinon, en France, on a quand même Charles Gave, par exemple, qui parle d'argent, d'économie. Donc, eux, ils ont, avec sa fille, ils ont monté l'Institut des Libertés. Donc, sur YouTube, c'est une chaîne YouTube et ils ont un site. Donc, il écrit des bons livres, Charles Gave aussi. Et puis, on a aussi, par exemple, William Higgins, qui est un peu le Warren Buffett français. Qui lui, c'est un investisseur. Et voilà, il en existe d'autres, je pense, mais écoutez les vieux sages, ce sera mon mot de la fin. Merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu, que cette émission aura permis aux gens d'ouvrir un peu certaines
certaines portes. Et je sais qu'on n'a pas parlé beaucoup des alternatives. Ça peut être intéressant. Et si je fais un petit peu un appel aux gens, si vous voulez venir parler des alternatives à l'argent ou des façons dont on peut vivre sans, ça peut être intéressant. N'hésitez pas à me contacter en hotmail.fr ou sur Radio Balade sur les réseaux. C'était On va vous en débarrasser. C'est un Radio Balade 101.8. Je vous remercie à tous. Merci Heidi, merci Vitali. C'est l'interview. Radio Balade 101.8. On va vous en débarrasser. C'était On va vous en débarrasser sur Radio Balade 101.8. J'espère que vous avez passé un excellent moment. C'était Ange, votre animateur préféré. Il est 18h si on est vendredi et je vous souhaite une très bonne journée à vous.